Bonjour à tous, bienvenue sur Instant Movie. Il s'agit pour Chris Gardner d'un entretien d'embauche pour une société financière de premier plan. Il arrive avec des habits et le visage couvert de peinture. Le cadre qu'il a recommandé pour l'entretien est abasourdi. Cependant, il ne panique pas, il sourit et serre la main de tout le monde. Il leur répond ouvertement et honnêtement qu'il s'est fait arrêter pour ne pas avoir payé son amende de parking. Les recruteurs sont amusés, mais pas le patron au visage sombre. D'autant plus qu'il découvre que Chris n'a qu'un diplôme d'études secondaires. Une personne ordinaire n'aurait pas eu de chance, mais Chris ne se contente pas de rester assis et d'attendre. Il prend la parole. Can I say something? I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Cela finit par intéresser le patron. Celui-ci lui pose donc une dernière question. Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? C'est une question très délicate, même piégeuse. Mais cet homme a la réponse parfaite. He must have had on some really nice pants. Bien qu'il ait réussi l'entretien, le plus gros problème restait à venir. Car durant ce stage de 6 mois, non seulement il ne sera pas payé, mais il devra aussi rivaliser avec 19 autres étudiants de haut niveau issus d'universités prestigieuses. En fin de compte, l'entreprise ne retiendra qu'un seul élu. C'est un pari d'une vie. S'il échoue, lui et son fils se retrouveront à la rue et tomberont dans les profondeurs de la pauvreté. C'est qu'il s'agit d'une histoire vraie. L'histoire se déroule en 1981, aux États-Unis qui connaissent une crise économique soudaine. Avant la crise économique, Chris avait dépensé toutes ses économies pour acheter plusieurs scanners portables de densité osseuse et était devenu le seul fournisseur de New York. Il pensait que cela le mènerait à une vie heureuse, mais la réalité l'a frappé de plein fouet. Thank you very much for the opportunity to discuss it with you. I appreciate it. We just don't need it, Chris. It's unnecessary. And expensive. Well, maybe next... Thank you. Il est au chômage depuis des mois. Non seulement il n'a pas les moyens de payer le loyer, mais son fils doit aller à l'école maternelle où même le mot bonheur est mal épelé. Pour subvenir aux besoins de la famille, sa femme Linda cumule 2 emplois. Le stress de la vie se transforme en cynisme à l'égard de son mari, et celui-ci ne peut supporter tout cela qu'en silence. La fatigue et le chagrin qui se lisent dans ses yeux ne peuvent être cachés. Cependant, les malheurs se succèdent. Lors d'une infraction au stationnement lors de la vente de matériel, sa voiture est remorquée par la police, ce qui s'ajoute à la misère de sa famille déjà pauvre. Chris marche dans la rue, hébété. Cela fait longtemps qu'il n'a pas ri du fond de cœur. Un jour, il passe devant un immeuble de bureau et remarque que tout le monde sourit, des sourires heureux. En regardant l'homme en costume sortir de sa belle voiture, il lui demande « Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker? Oh, shit. Had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. Had to be good with numbers and good with people. That's it. Hey, you take care. À ce moment-là, Chris, qui venait d'avoir 27 ans, jure qu'il connaîtrait lui-même ce sentiment de bonheur. Il était bon en maths au lycée, et avec ses années d'expérience en tant que vendeur, il décide donc de passer un entretien avec cette société financière. Mais lorsqu'il annonce sa décision à sa femme, il n'a pas reçu son soutien, mais un ricanement glacial. Stockbroker. Yeah. Not an astronaut? Do you remember that rent is due next week? Probably not. We're already 2 months behind. Next week we'll owe 3 months. Malgré tous les reproches de sa femme, Chris ne se laisse pas décourager. Le lendemain, il postule donc pour le stage. Vu qu'il n'avait ni formation ni expérience, sa candidature n'aboutit à rien. Mais Chris n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement. Il attend en bas tous les jours. Enfin, au bout d'un mois, il réussit à rencontrer le responsable des ressources humaines. Il se précipite pour lui parler, mais celui-ci est pressé d'aller à une réunion au siège. Il lui adresse quelques mots et s'apprête à monter dans le taxi. Dans un moment de désespoir, Chris déclare qu'il était en route avec lui, et réussit à monter dans le véhicule. Dans la voiture, Chris se présente, mais le superviseur est préoccupé par le Rubik's Cube qu'il tient dans sa main. Il ne pense pas qu'il était possible de le reconstituer. Chris affirme qu'il peut le faire, et même avant d'arriver à destination. Le responsable rit et dit « Ne perdez pas votre temps, cette chose n'est pas pour les humains. Même un grand professeur de mathématiques prendrait des jours. » Mais l'instant d'après, il est stupéfait. Chris se contorsionne et réfléchit. À mi-chemin, il réussit enfin à assembler le premier côté. Bientôt, c'est au tour du deuxième et du troisième côté. Chris devient de plus en plus prudent et nerveux au fur et à mesure qu'il résout l'énigme. Il sait que c'est la seule chance qu'il aurait dans sa vie. Bientôt, ils arrivent à destination. Les yeux du responsable sont remplis de stupeur. Tout comme le chauffeur, il fixe le jeune homme qui venait de réussir l'impossible. Le directeur sort du véhicule et Chris se rend compte que celui-ci n'a pas payé le prix de la course. En regardant les 17 $ affichés au compteur à un feu rouge, il sort de la voiture et s'enfuit en s'excusant. Sous les injures du chauffeur qui le poursuit jusqu'au métro.
Chris monte juste à temps, mais l'appareil qui tenait dans sa main reste bloqué devant la porte. Malgré l'aide d'un vieil homme, il doit se résoudre à le lâcher. C'est un mois de frais de subsistance qui est perdu. Chris s'effondre et crie dans le métro. Mais c'est la vie, il doit continuer. Il appelle sa femme. Hello? Hey. Yeah, sorry I couldn't make it home on time. Chris, I missed my ship. Yeah, I know. I'm sorry about that. Look, I'm on my way right now. Are you all right with Christopher? I'm leaving. Chris, I'm leaving. What? Did you hear what I said? I have my things together, and I'm taking our son, and we're going to leave now. I'm going to put the phone down. Linda, I'm going wait to a leave. minute. Hold We on. are leaving. En entendant cela, Chris se précipite dans le bus pour rentrer. La pluie, la sueur et peut-être même quelques larmes glissent sur ses joues. Il ne comprend pas pourquoi il travaille si dur sans que le bonheur frappe à sa porte. Il arrive à la maison pour voir que sa femme était partie avec leur fils. Avant même qu'il ait pu faire son deuil, on l'appelle pour lui demander de se présenter à un entretien dans l'entreprise dans 3 jours. D'un côté, c'est une chance de changer sa vie. De l'autre, une famille brisée. Tôt le lendemain matin, il arrête sa femme sur le chemin du travail, la suppliant de lui accorder plus de temps, mais elle ne veut rien entendre. Do you want to leave? Yeah. You want to leave? Yes, I want to leave. Get the hell out of here then, Linda. Get the hell out of here. Christopher's staying with me. You're the one that dragged us down to this. You hear me? You are so weak. No, I am not happy anymore. I'm just not happy. Then go get happy, Linda. Just go get happy. Chris supplie le propriétaire de lui accorder quelques jours de plus pour son loyer et de lui repeindre son appartement gratuitement en échange. Mais une chose en entraîne une autre. Il est occupé à peindre quand la police vient frapper à sa porte. Il s'avère qu'il a trop de contraventions impayées et est mené au poste de police pour une journée de détention. Son entretien a lieu le lendemain matin à 9h. C'est la seule chance pour lui de changer de vie et il doit absolument y arriver à l'heure. Il doit supplier sa femme de s'occuper de Christopher un jour de plus. Après une nuit de torture, il est libéré à l'aube. Il reste moins de 10 minutes avant l'entretien. Sans avoir eu le temps de se changer, il se précipite vers l'entreprise, habillé en bleu et couvert de peinture. Dès qu'il entre, il serre la main des enquêteurs. C'est la scène du début de notre vidéo. Il est sélectionné pour un stage, mais hésite. Comment pourrait-il faire vivre sa famille pendant 6 mois sans salaire? Mais s'il refuse l'opportunité, même s'il vendait les 6 instruments restants, il pourrait à peine joindre les 2 bouts. Le lendemain, au lieu de travailler, Chris amène son fils jouer au basket sur le toit. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas autant amusés tous les deux. Son fils est tellement excité qu'il affirme sa volonté de devenir un jour un joueur de basket professionnel. Inconsciemment, Chris dit « Ça ne va pas être facile. Comme on dit, tel père, tel fils. Et tu es aussi mauvais que moi au basket. Comment vas-tu entrer dans la NBA ?» Déçu, le fils jette le ballon avec colère. À ce moment-là, Chris se rend compte qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas. Après avoir réfléchi un moment, il parle à son fils. Hey, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Ce message s'adresse non seulement à son fils, mais aussi à lui-même. S'il veut s'en sortir, ce travail est sa seule chance de renverser la vapeur. Comme il n'a pas les moyens de louer un appartement, il s'installe dans le motel le moins cher avec son fils. Il travaille dur pour son stage, c'est le premier arrivé tous les jours, car il doit aussi partir plus tôt pour chercher son fils à l'école. Il doit traverser la moitié de la ville pour rentrer chez lui. Alors, pour gagner le plus de temps possible, il ne boit jamais d'eau au travail pour ne pas avoir à aller aux toilettes. Pendant ce temps, il doit aussi s'occuper des tâches du ménageur. Par exemple, il sert le café ou va chercher une livraison pour quelqu'un. Partout où il va, il court, mais ses efforts ne servent à rien. 2 mois se sont écoulés sans que Chris ait eu ne serait-ce qu'un seul client. Il s'aperçoit donc qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son approche. Ainsi, il jette son dévolu sur les plus riches, les clients les plus difficiles, aussi parce que ses collègues les ignorent automatiquement. Le riche s'appelle Walter. C'est le président de la plus grande fondation de Wall Street. Chris, nerveux, lui téléphone, sans se douter que le magnat vient juste d'annuler un rendez-vous. Celui-ci, de bonne humeur, lui demande de le retrouver dans 20 minutes. Sans hésiter, Chris se précipite au point de rendez-vous mais tombe sur le gérant qui lui demande de l'aider à déplacer sa voiture. Ne pouvant refuser, il gare la voiture sur le bas-côté de la route, puis il court comme un fou. Mais il arrive trop tard. Pour couronner le tout, la voiture du gérant est verbalisée. Il n'a pas d'autre choix que de payer l'amende. Mais Chris ne se plaint pas, au contraire, il réfléchit à son retard. Le week-end venu, il amène son fils chez le client pour s'excuser. Sa sincérité surprend Walter. Il n'a jamais vu quelqu'un venir chez lui parce qu'il était en retard. Il les invite donc tous les deux à un match de football. Chris est content d'y assister. Pour que Walter se sente à l'aise à l'idée de lui confier son entreprise de gestion d'argent, il essaye de se faire passer pour un homme d'affaires, bien qu'en fin de compte, le magnat refuse de faire des affaires avec lui. Néanmoins, Chris rencontre beaucoup d'autres riches sur le terrain, contacts que l'entreprise n'aurait jamais pu lui procurer. Les activités de Chris sont en plein essor. Il vend tout le matériel qui lui reste et gagne $600. Il semble que le bonheur vient enfin. Au moins, il n'a plus à se soucier de la nourriture et du loyer pour les mois à venir.
Alors qu'il pense pouvoir enfin pousser un soupir de soulagement, le destin lui porte un nouveau coup terrible. À cause de nombreux retards du paiement des impôts, la quasi-totalité de l'argent durement gagné par Chris est retenue par la banque pour les payer. Il est à nouveau ruiné. Un jour, il amène son fils se promener dans le parc et aperçoit un sans-abri avec un scanner à la main. C'est celui qu'il a perdu dans le métro. Il se précipite pour le récupérer. Au moment où il réussit à trouver un acheteur, il s'aperçoit que l'appareil est cassé. Chris rentre chez lui, déçu, pour trouver ses bagages que le propriétaire avait laissés devant la porte. Son fils est allongé sur le sol, réclamant son lit. À ce moment-là, Chris s'effondre. Il ne sait pas quoi faire de lui-même. Il n'avait pas d'autre choix que d'amener son fils à la station de métro. Pour rendre son fils heureux, il affirme que l'appareil qu'il tenait était une machine à voyager dans le temps. Il appuie sur l'interrupteur pour voyager à l'époque des dinosaures. Et c'est ainsi qu'au milieu de tous les jeux et plaisirs de la chasse aux dinosaures, Chris conduit son fils dans les toilettes publiques et ferme la porte derrière lui. Le fils croit naïvement au jeu de son père et s'endort tranquillement dans ses bras. Soudain, on frappe brutalement à la porte. Chris couvre les oreilles de son fils et appuie son pied contre la porte. Il tente désespérément de protéger l'innocence de son fils et de sauver les derniers vestiges de sa dignité de père. À ce moment-là, Chris, qui a toujours été fort, ne peut plus retenir ses larmes, mais fait de son mieux pour ne pas crier. La vie est trop dure. À partir de ce moment-là, Chris s'accroche à toutes ses affaires pour aller travailler. En sortant du travail, il emmène immédiatement son fils au refuge. La file d'attente est pleine de sans-abri. Lorsque leur tour arrive, il ne restait plus qu'un dernier lit. Avant qu'il n'ait eu le temps de se réjouir, un sans-abri s'interpose soudain devant eux. Chris se dispute aussitôt et se bat avec celui-ci. Le gardien leur intime de sortir, et Chris finit par craquer. I was here first. They told me that we had to be here on time. I got here on time. I was in line. I came from work. I got my son. I was here on time. We were here on time. Heureusement, une personne bienveillante témoigne en sa faveur, et ils peuvent donc y passer la nuit. Après avoir endormi son fils, Chris travaille sur son scanner dans le couloir. Il profite des premières lueurs du jour pour continuer à apprendre. Au lieu de perdre espoir, les malheurs de la ville l'ont rendu plus fort. Pendant la journée, il travaille dur avec les clients. Après le travail, il prend son fils et tente désespérément d'attraper un bus. Il n'a même pas le temps de ramasser le jouet préféré de son fils. Parfois, ils ont la chance d'obtenir un endroit où se reposer. Sinon, ils doivent encore dormir dans les toilettes publiques. Mais le fils ne l'a jamais blâmé. Did Mom leave because of me? Don't even think something like that. Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that, okay? Okay. You're a good papa. C'est peut-être ces mots qui a permis à Chris d'avancer dans les ténèbres du désespoir. À l'examen écrit, dès qu'il a fini de répondre aux questions, il rend sa copie sans pouvoir faire une relecture car il doit aller chercher son fils. How'd you feel about the graphs? Easy. I struggled with the essay question on the back. What did you write? Essay question. On the back. C'est alors que son patron lui demande de lui emprunter 5 $ américains, car il a oublié son portefeuille dans le taxi. Chris ouvre le sien et tripote les billets froissés à l'intérieur. Après bien des hésitations, en serrant les dents, il lui tend la plus grosse coupure, les 5 $ dont il avait besoin pour le dîner. Chris ne peut que regarder son fils manger le soir. Au bout du rouleau, il décide de vendre son sang en échange d'un dernier espoir. Il se retrouve avec 24 $. Puis, pour 8, il achète une petite ampoule pour réparer son instrument. À la fin de la nuit, il répare finalement l'appareil. C'est comme si toute l'obscurité est levée. Le lendemain, Chris vend l'appareil pour 250 $. Au lieu de faire la queue au centre d'hébergement, il séjourne dans un hôtel. Cette nuit-là, le père et le fils se blottissent l'un contre l'autre et s'endorment au son de la télévision. Toute l'agitation et la misère semblent les laisser tranquilles. Bientôt, c'est le dernier jour de son stage. Le directeur l'appelle soudain dans son bureau. Chris est pris de panique. Il se précipite pour mettre son costume. À sa grande surprise, le patron lui serre la main cette fois-ci, en faisant des compliments sur sa belle chemise, lui demandant de la porter à nouveau le lendemain. Wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Pour la première fois, Chris, qui a toujours été un bavard, reste sans voix. Ses yeux s'écarquillent et il ne cesse de hocher la tête tout en essayant de ne pas laisser couler ses larmes. Le patron lui rend les 5 $ qu'il lui a prêtés. Alors que Chris avance dans la foule, il ne peut plus contenir son excitation. Les larmes aux yeux, il lève les mains au-dessus de sa tête, puis il s'applaudit lui-même. C'est à ce moment-là que le bonheur frappe enfin à sa porte. Des années plus tard, il crée sa propre société d'investissement, comme il a espéré. Il n'a plus besoin de courir autant qu'avant. Au lieu de cela, il emmène son fils se promener tranquillement. C'est alors qu'un homme en costume passe devant eux. C'est le vrai Chris Garner, aujourd'hui investisseur milliardaire. Il a prouvé par sa propre expérience que la vie peut vraiment changer. On peut naître comme un petit insecte, mais il faut avoir des aspirations. On ne peut peut-être pas choisir d'où on vient, ni changer notre passé, mais l'avenir se trouve entre nos mains.
C'est tout pour le commentaire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, écrire un commentaire et vous abonner. Merci de votre soutien et à bientôt dans une prochaine vidéo.